Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Le 1er novembre 1954, une équipe de jeunes responsables et militants conscients, comme ils se qualifiaient dans la déclaration qu'ils ont rendue publique le jour même, ont jugé le moment venu de placer l'intérêt national au-dessus, je cite, de toutes les considérations mesquines et erronées de personnes et de prestige, et offre la possibilité à tous les patriotes algériens de toutes les couches sociales, de tous les partis et mouvements purement algériens, d'arriver à un but commun, restaurer l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques et dans le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de race et de confession, ceci en évitant les fautes impardonnables de sectarisme ou d'opportunisme, comme l'a souligné quelques années plus tard la plateforme de l'Assouma. Bienvenue sur Coran TV, au plateau de votre émission Réflexion, pour parler de cohésion sociale dans une société pluraliste. Et pour en parler avec nous, professeur Aïssa Belmeki, chercheur en socio-économie et en anthropologie politique, professeur Cherif Driss, chercheur en sciences politiques, et docteur Messaoud Boujnoun, chargé d'études au Haut Conseil islamique. Professeur Belmeki, vous me disiez dans nos échanges qu'il y a un piège important dans lequel il ne faut pas tomber et qu'il fallait éviter le toboggan, je vous cite, de l'ethnicisme rampant qui fait feu de tout bois pour s'offrir une légitimité lorsqu'on parle de cohésion sociale dans une société pluraliste. Oui. Parce que quand on dit société pluraliste, il faut clarifier ce qu'on entend par pluraliste. Est-ce que c'est un pluralisme ethnique, un pluralisme racial, un pluralisme confessionnel, culturel, je ne sais pas moi, régional? Le pluralisme peut être une richesse, comme il peut être un fléau. Tout dépend comment on l'assume. Donc il y a plusieurs niveaux où on arrête, une rupture et on tourne dans l'autre sens. C'est ça une révolution. Ce que ces jeunes ont entamé, c'est une guerre de libération. Absolument. C'est une guerre de libération. C'est différent d'une révolution. Parce que quand on dit révolution, ça veut dire que soit c'était nous qui avions assimilé les Français, ou l'inverse, ou les Français qui nous ont assimilés. Donc il y a une révolution entre nous. C'était pas une révolution. Moi, je suis contre ce terme quand il s'agit de la guerre de libération de l'Algérie. Bon,
libération, déjà, ça définit le rapport. Oui. Il y a un colonisateur, Absolument. un prédateur, et il y a des colonisés qui veulent se libérer. Parce qu'ils ont été broyés, ils ont été spoliés, et tout. Donc c'est une guerre de libération. Harb Tahrir. C'est qu'il voulait conduire, vous avez dit. Restaurer. Ils disent restaurer. Oui, oui, restaurer. Parce que, en fait, il a été établi par l'émir Abdelkader. Chose ne lui reconnaît pas une certaine intelligence de gauche. L'émir Abdelkader a voulu fonder l'État algérien parce qu'il s'est rendu compte que la nation algérienne a été très lente, elle a beaucoup souffert dans le Viking. Voilà. C'était une situation colonialiste. Donc les Mélanes acceptent la domination turque, justement, ottomane. Par exemple, lui, Mouhidine, pour un mec, leur donc, remplir la notice, un des et des nations au deuil. C'est inacceptable. Qu'une chose, la révolution du novembre, c'est-à-dire la guerre de libération, c'est un aboutissement d'un processus. Ce n'était pas quelque chose de spontané. Ce processus est passé par 4 étapes. La première étape, c'est l'étape de la conceptualisation. Et ça, c'est l'étape de l'émir Abdelkader. Tasawwur. L'émir Abdelkader a conçu dans sa tête, avec la culture qu'il avait, les livres qu'il a lus, l'histoire qu'il a assimilée, que pour avoir un État algérien, il fallait d'abord le concevoir. Donc l'étape de la conception, c'est l'émir Abdelkader. D'où une résistance populaire spontanée qui a duré 87 ans, de 1830 à 1917. Donc on peut mettre ça entre guillemets la pacification du territoire algérien par la domination totale des Français sur le territoire algérien. Et ça correspond à peu près à leur arrivée au Touet Gourara. Ils ont mis, il a fallu attendre jusqu'à 1915-1917 pour que les troupes françaises arrivent à Timimoun, à Drar, etc. Parce qu'il y avait une barrière de résistance dans la ceinture du nord du Sahara. Oui. Des Ibans jusqu'au Hessesna, jusqu'à la Sawra. Et ils ont cassé cette résistance en bombardant l'Arouat avec des obus au chloroforme concentré. Donc ils ont tué 3300 Algériens et ils ont même tué les survivants mâles de sexe masculin. Alors les femmes étaient obligées de s'enfuir dans la nature et d'habiller leurs garçons en filles. Comme ça, les troupes françaises ne les tuent pas. Ils ont même fabriqué des boucles d'oreilles en fil de fer pour le mettre dans l'oreille pour que les Français croient qu'il s'agit de filles et pas de garçons. Donc il y avait une tentative pour décimer cette résistance. Bon, alors, à partir de 1917, a commencé la deuxième étape. C'est l'étape de l'étude approfondie qu'on appelle en arabe al-mudhakara. Donc tasawwur, mudhakara. Ça, c'est l'époque de Khalid, etc. Elle a duré, disons, une quinzaine, une vingtaine d'années. Et puis est venue la étape tasmim.
mouvement national, toutes ces tendances, là, il y avait un pluralisme. Il y avait des communistes, des réformes, là, l'Algérie a un pluralisme extraordinaire. Donc, du tasmim, la décision, la prise de décision jusqu'à 1964. Alors, c'est l'exécution. Et c'est là, c'est notre point de départ, l'exécution. Donc, cette exécution, pourquoi elle a réussi? Parce qu'elle a derrière elle un processus de 132 ans, non, moins 130, moins 7, donc 123 ans de colonialisme. Donc, il y a un processus de 120 à peu près qui a fait que ce groupe de jeunes qui ont décidé de libérer le pays, donc entamer une guerre de libération, ils ont réussi dans leur projet. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Donc déjà, ça nous détermine une forme de pluralisme. C'est le pluralisme politique. Ça c'est un pluralisme enrichissant, le pluralisme politique. Très bien. Mais, pardon, vous avez dit dans le cadre des principes de l'islam. Mais après, ils ont dit multiconfessionnel. Pourquoi? Parce qu'ils ont été à la bonne école. Ils savaient pertinemment que l'islam est tolérant, il tolère toutes les confessions. D'ailleurs, aujourd'hui, le ministère des Affaires religieuses gère toutes les confessions. Il tolère le multiconfessionnalisme, l'Algérie tolère mais pas le sectarisme. Absolument, absolument. Ni la subversion. Le ministère des Affaires religieuses gère le rite musulman, le rite juif, s'il y avait encore des juifs ici, et le rite chrétien. Notre-Dame d'Afrique, l'archevêque d'Alger, il est payé par le ministère des Affaires religieuses. Il n'est pas payé par le Vatican. Il est payé par le ministère des Affaires religieuses algérien. Donc, c'est ça le multiconfessionnalisme. Il est d'ordre pratique. Parce que l'islam se prête à la liberté confessionnelle. Il l'encourage même. La ikraha fi din. C'est clair et c'est net. Donc, quand on parle de pluralisme, il faut faire attention. Parce que justement, les autres formes de pluralisme ont été exploitées par les ennemis du monde arabo-musulman pour le démolir. Alors, si vous permettez, je vais vous lire la déclaration du Premier ministre britannique le Congrès 1907. C'était un congrès où a été décidé le morcellement du monde arabe. Pourquoi du monde arabe? Parce que y avait déjà un pluralisme ethnique unifié par une langue. Alors il fallait exploiter ce pluralisme ethnique pour détruire cette langue. Parce que cette langue qui faisait d'un espace qui s'étendait du Golfe arabique jusqu'à l'Atlantique, où on peut se déplacer sans avoir besoin de dictionnaire, ça les dérangeait. Ils ont même comparé ça à l'espace européen. Ils ont dit que si cet espace arabe perdure, eh ben, c'en est fait l'Europe. Ils ont entamé toute une procédure, toute une conspiration mondiale pour démolir ce monde. Et autre chose qu'ils ont exploité, c'est l'ethnocentrisme, comme a dit Mme Yassef. L'ethnocentrisme. C'est-à-dire obliger les gens à devenir centripètes et plus centrifuges. Donc se concentrer sur leur... différence ethnologique. Tribale, ethnique, régionale, etc. Il n'y a rien de pareil pour démolir une nation. C'est semer l'ethnocentrisme et le régionalisme. Alors justement, on va juste détailler avec vous, M. Boujnoun, justement sur cette pluralité. Alors donc, on distingue deux types de pluralité concernant l'Algérie. La pluralité culturelle, dans un cadre ethnologique, et la pluralité politique. C'est comme ça qu'on peut respecter et créer une cohésion sociale en respectant ces deux
pluralité. Ce sont là les deux pluralités en respectant les référents, nos référents identitaires, qui sont l'islam, l'arabité et la mazérité, plus les référents ethniques. Oui. D'abord, avant de répondre à votre question, juste pour rebondir un peu ce qu'a dit le professeur Bembeki, je dirais pas, il a négligé, il a un peu sauté sur l'aspect, vous avez parlé du mudakara, l'aspect de sensibilisation joué par le mouvement islahiste, justement pour sensibiliser le peuple algérien sur son appartenance culturelle et religieuse spécifique. Ça a pris beaucoup de temps. Depuis... Pardon, le mouvement islahiste, moi je le range dans le mouvement national. Oui, je sais. Bon, le mouvement national, il y avait le côté politique qui était assumé notamment par l'étoile nord-africaine, puis le PPA-MTLD, etc. C'était Moussa El Hadj Allah yarhamou et toute l'équipe qui travaillait avec lui. Et justement, le mouvement islahiste qui avait commencé bien avant Ben Badis, il faut pas oublier. Déjà, il y avait un mouvement, et lorsque le cheikh Mohamed Abdou rahimahullah était venu en Algérie en 1905, il avait rencontré des notables algériens qui étaient déjà partisans de l'islahisme, qui eux étaient déjà à la sensibilisation des consciences et des esprits des Algériens. Donc, pour revenir justement à votre question, c'est vrai, après 62, les choses étaient claires. Il y avait bien sûr l'islam qui était la religion de la majorité du peuple algérien. Il y avait une communauté chrétienne qui existait en Algérie et il faut le dire, à qui il faut rendre hommage, surtout aux chrétiens qui se sont engagés corps et âme dans la lutte de libération du peuple algérien, notamment les docteurs Cholet et son épouse, l'ancien archevêque d'Alger, comment il s'appelle déjà, Duval, l'archevêque Duval, etc. Il y avait déjà une communauté chrétienne qui avait participé à la lutte du peuple algérien. Et il y avait aussi, il faut le dire, des Algériens qui étaient chrétiens, qui ont été à leur corps défendant, qui ont été christianisés, comme par exemple la famille Amroche. Famille Amroche, la maman et Jean Amroche, etc., sa sœur et sa maman. Exactement. Il y avait aussi même un ancien ministre de l'époque de Boumediene qui était chrétien. C'était des Algériens qui ont été christianisés durant leur enfance, pour des considérations bien connues, et qui formaient quand même une communauté. Et moi, je reviens à la déclaration du 1er novembre. Les architectes de la déclaration du 1er novembre ont pris en considération cet aspect-là. D'ailleurs, même en disant que dans le cadre des principes de l'islam, tout en évitant tout en respectant les libertés confessionnelles, parce qu'ils savaient que l'Algérie déjà, elle se trouvait dans un environnement mondial. Et à cette époque-là, il y avait la lutte anticolonialiste. Et l'Algérie, les Algériens ne pouvaient pas dire que leur lutte était une lutte de l'islam contre le christianisme. Nous ne faisions pas la guerre
aux Français en tant que chrétiens, ce qui était mais important en dans la tant que déclaration colonialistes. ce qui était important dans la déclaration du 1er novembre, c'est de se sentir purement algérien. Tout à fait. C'est ça la primauté. Tout à fait. Voilà, d'ailleurs, c'est pour ça que c'était écrit le mouvement purement algérien. Tout à fait. C'est ça le référent premier. Le premier, mais comme l'a dit justement le professeur Belmeki, c'était l'un des objectifs de la lutte de libération, c'était de restaurer l'État algérien qui existait déjà et qui a été détruit par le colonialisme, à savoir l'État bâti par l'émir Abdelkader dans le cadre du principe de l'islam. Il ne faut pas l'oublier, l'émir Abdelkader dirigeait un État qui avait comme constitution l'islam. C'est l'émir Abdelkader. D'ailleurs, on peut le voir dans ses correspondances avec les États étrangers, dans ses accords, ses conventions, etc. Et dès l'indépendance de l'Algérie, on s'est retrouvé justement avec ces deux aspects-là. Il y avait un pluralisme religieux, il y avait l'islam comme religion de la majorité du peuple algérien. Il y avait le christianisme, qui est une petite minorité d'eux. Il y avait aussi quelques juifs. Qui est quand même, il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait quelques juifs qui ont participé à la guerre de libération. Iftan, oui, comme Iftan qui a été guillotiné par les Français. Et il y avait aussi le pluralisme politique qui existait déjà avant la Révolution. Il y avait le FLN, il y avait le MNA de Msali El-Hadj, il y avait le PCA, Parti communiste algérien, il y avait les ulama. Et d'ailleurs, ce qui est beau et ce qui est intéressant, c'est que ces partis, déjà avant la Révolution, ils avaient formé plusieurs fois des alliances, des coalitions contre le colonialisme français. Aussi l'UDMA de Farhat Abbas, qui était un parti structuré. Ils avaient formé plusieurs fois, comme le mouvement qui avait sollicité le président américain Wilson, justement, pour l'indépendance. Exactement. C'était aussi un comité de partis algériens formé de l'UDMA, des ulama, du PCA, qui avait formé des alliances nationales où le nationalisme primait sur toutes les autres considérations. Malheureusement, comme nous l'avons dit dernièrement dans des émissions précédentes, la politique suivie par le pouvoir algérien après 62 a fait en sorte d'imposer la pensée unique, le parti unique et je dirais la confession unique. C'est-à-dire la confession unique. La confession unique dit que l'islam c'est la religion de l'État. Donc je suis pas contre, mais je parle d'un fait qui a été établi après l'indépendance. Donc on s'est retrouvé avec l'unicité. Mais pourquoi, a priori, qu'est-ce qui peut changer dans le fait que l'islam est rien ne peut changer. Rien ne peut changer. Pour les autres confessions, je veux dire. Non, comme l'a dit justement notre ami Belmeki, l'islam, du moment que l'islam reconnaît les autres confessions, donc il n'y a aucun problème. Même si l'islam est religion de l'État, les autres confessions ont droit de citer. D'ailleurs, l'Église catholique exerce depuis 1960 librement. Elle a ses églises, elle a ses monastères, etc., etc. Et personne n'a, aucun chrétien jusqu'à ce jour, tout particulièrement de l'Église catholique, ne s'est plaint. Sauf ces derniers temps, avec les églises évangélistes, c'est un autre sionisme, c'est un autre problème. Donc,
justement, et s'il y a quelqu'un qui a bien cerné ce problème, justement, c'est Farhat Abbas, Allah yarhamou, dans ses livres L'indépendance confisquée et Autopsie d'une guerre, justement, qui a parlé de cette politique suivie par le système algérien après l'indépendance, qui a carrément mis fin à ce pluralisme politique qui était quand même, il avait une longue histoire. L'Algérie pouvait, après l'indépendance, il y a certains qui disent que non, c'est un contexte historique particulier parce que l'Algérie venait d'accéder à l'indépendance et qu'il fallait unifier le peuple, mais je regarde, le peuple algérien aussi a été uni avant l'indépendance. Il y avait des partis politiques qui exerçaient, il y avait la démocratie. Et juste après l'indépendance, la voie suivie. Il reste que c'est important de confirmer que cette cohésion sociale, en tout cas en Algérie, se fait dans un contexte de pluralisme culturel et politique et non multiracial. Tout à fait. Il faudrait préciser une chose qui est très importante, c'est que la cohésion sociale, elle est recherchée comme une finalité par tous les pays au monde. Qui dit cohésion sociale, cela implique qu'il y ait une symbiose, qu'il y ait une harmonie, la notion de communauté, la notion de vivre ensemble. Cela implique aussi de définir ce qu'on appelle la citoyenneté. Quels sont les référents, les éléments fondateurs de cette citoyenneté? Quand on entend par algérien, c'est quoi l'algérianité? C'est quoi le fait d'être américain? C'est quoi le fait d'être rwandais? C'est quoi le fait d'être tunisien? Quels sont les éléments fondateurs à l'un desquels on peut définir telle personne il est citoyen, telle personne est jouit de toute sa algérianité par rapport à d'autres? Serait-ce la religion? Serait-ce la langue? Serait-ce l'ethnie ou autres éléments? Je crois que c'est un problème qui se pose à l'échelle planétaire. Le fait de dire que comment trouver cette alchimie entre deux logiques qui paraissent en apparence contradictoires, c'est le fait de dire cohésion nationale, cela implique unanimité, d'aller vers un corps qui soit homogène. Et d'un autre côté, quand on parle de pluralisme, cela implique l'adversité et la contradiction. En fait, je crois que le problème fondamental, ce n'est pas la finalité seulement, c'est aussi de dire quelle est l'ingénierie la plus appropriée pour aboutir à concilier entre deux logiques qui paraissent contradictoires. Quand on parle de l'Algérie, justement, mes collègues... Pourquoi des logiques qui paraissent contradictoires? Je parle de l'Algérie, lorsque, en fait, nous pouvons prendre tous les référents. Le référent religieux, qui est l'islam, comme référent universel, le référent identitaire langue, arabité, amazérité comme un référent supranational, le référent culturel ou de l'ethnicité locale comme un référent régional, et puis le référent national qui est notre algérianité. En fait, nous pouvons... Non, tout à fait. Moi, je parle dans l'absolu. C'est-à-dire que le problème se pose à l'échelle planétaire, pas uniquement en Algérie. Pour rester dans le cas de l'Algérie, bien entendu, il nous concerne au premier chef, on parle, c'est-à-dire que quelle est la formule la plus aboutie, la meilleure formule pour arriver à une cohésion nationale tout en restant dans une société pluraliste? Je crois que c'est un problème d'ingénierie. C'est pour ça qu'on parle d'une ingénierie politique ou une ingénierie sociale. Là, vous avez évoqué des éléments, des ingrédients qui sont fondamentaux. Tout le monde peut s'identifier. Tout à fait. Le problème qui se pose, ce n'est pas la diversité, mais plutôt l'instrumentalisation de la diversité. Absolument. Ça, premier élément. Deuxième élément, il y a un concept que je me garde de l'utiliser beaucoup, ou plutôt, des fois, il est utilisé de façon galvaudée, et parfois, il est perverti. C'est le nationalisme. Le nationalisme, par définition, c'est un concept qui est connoté. Quand on dit nationaliste, cela veut dire quoi? C'est un rapport altérisant, c'est un rapport exclusif. Oui. Citons le cas pour corroborer ce que préférez le patriotisme? Je préfère plus le patriotisme. Oui. D'ailleurs, dans la déclaration du 1er novembre, c'est le patriotisme qui est cité. Ce n'est pas le nationalisme. Justement, par exemple, ce qui s'est passé dans les Balkans pendant les années 90, ce qu'on appelle le nationalisme serbe, le nationalisme croate, c'était un nationalisme à la limite raciste. Oui. Il est exclusif et il est altérisant. Souvent, le fait de dire, par exemple, les textes fondateurs que sont la déclaration du 1er novembre 1954 et la Soumam de 1956, il y avait une certaine intelligence, il y avait une certaine vision à long terme. C'est-à-dire, finalement, le projet auquel on aspire, qui est l'indépendance, qui est la finalité, qui devrait aboutir vers la restauration d'un État algérien indépendant, selon laquelle la citoyenneté, l'algérianité,
ne serait pas exclusive, déterminée uniquement par un paramètre religieux, mais il y a d'autres paramètres. De dire qu'en fait, on est algérien, on peut être musulman et algérien, mais on peut être chrétien. C'était là l'intelligence de la part de ces pères, je dirais, ces fondateurs, tout à fait, de dire finalement un message de confiance, un message qui est rassurant, de dire finalement aux Européens, aux Français, qui occupent tous les leviers de l'économie, de la finance et de la politique de la culture, de dire finalement, nous n'avons rien contre vous. Si demain, et on espère que l'Algérie deviendra indépendante, elle le deviendra par la force de la volonté du combat de tout un peuple algérien, vous aurez votre place. Mais voilà les conditions. Vous aurez de votre place, soit en tant qu'Algérien, soit en tant que Français, et la binationalité n'est pas admise. Et si vous voulez rester Français, vous pouvez garder votre religion. Si vous voulez devenir algérien, vous garderez votre religion. Donc là, il y a, si vous voulez, une sagesse, il y a une intelligence. Donc le problème qui se pose, ce n'est pas un projet nationaliste au sens raciste, au sens exclusif et au sens altérisant. Donc ça, c'est un élément fondamental. On cite le cas de l'Algérie, le cas aussi se pose dans d'autres pays à travers le monde. Les guerres qui se sont déclarées dans certains pays, notamment en Afrique subsaharienne, en Afrique centrale, en Europe, c'était justement le problème, ce n'est pas la diversité, c'est le problème de l'instrumentalisation politique de cette diversité linguistique, de cette diversité culturelle, de cette diversité raciale. Dès lors que le projet politique est un projet nationaliste altérisant, donc la définition de la cohésion nationale devient une définition très limitative et très raciste et très exclusive. Qu'est-ce qui se cache généralement derrière ce genre de projet nationaliste et altérisant? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs paramètres, il y a des dimensions historiques. Il y a des dimensions historiques. Une élite, il y a certaines élites qui se projettent dans l'histoire, plutôt qui se projettent dans l'avenir, mais en se décalant sur l'histoire. Donc il y a des éléments, si vous voulez, il y a des intérêts, des calculs stratégiques très étroits, de dire finalement, il y a des intérêts aussi économiques. On s'abrite derrière des paramètres, si vous voulez, linguistiques, ethniques, religieux, à des fins économiques stricto sensu. C'est-à-dire que le problème qui s'oppose, qui s'est posé en Afrique, par exemple, entre les Hutus et les Tutsis, au Rwanda, par exemple, au Burundi, ce qu'on appelle, c'est des ethnies diasporiques, c'est des ethnies, si vous voulez, transnationales. Au Nigeria ou bien au Nigeria, bien entendu. En arrière-plan se cachent des dessins à la fois géopolitiques, géostratégiques, ce qu'on appelle des dessins d'expansion territoriale, mais fondamentalement des dessins strictement économiques. Matières premières, pétrole, diamants, gaz, bois, magnésium, terres rares. Donc ce qui fait qu'on instrumentalise, si vous voulez, les clivages ethniques, raciaux, linguistiques, religieux à des fins strictement économiques. Le problème de partage des terres, le problème, ce qui s'est passé au Soudan, ce n'est pas uniquement entre animistes et musulmans, entre arabes et noirs, un problème dans une région, dans un pays dont l'économie elle est agro-pastorale, foncièrement déterminée par des paramètres climatiques, la rareté de l'eau, la rareté, si vous voulez, la pluviométrie. Donc ce qui fait que le problème, l'enjeu de taille, c'est le partage des terres, les terres les plus fertiles. Donc voilà, je dirais qu'in fine, le pluralisme n'est pas un danger en soi, c'est l'instrumentalisation de ce pluralisme à des fins, si vous voulez, autres que, en rapport avec la quintessence de ce qui implique le pluralisme religieux, mais à des fins strictement politiques, strictement matérielles, politiciennes même, qui représentent le danger, le danger pour les communautés humaines. Et juste pour prendre l'exemple, l'exemple du référent identitaire langue, comment ce pluralisme-là, particulièrement, comment ce pluralisme-là peut aider justement à un démembrement d'un pays, d'une société, en se basant sur cet ethnicisme-là. Si on prend la question de la langue arabe et amazigh, je vais citer notre cheikh Saïd Mamoul qui dit qu'il faut différencier entre l'arabité de Omar ibn Khattab et l'arabité de Abu Jahl et la mazirité de Tariq ibn Zayed et la mazirité de ceux qui veulent arrêter le cours de l'histoire. À mon humble avis, le problème se trouve dans un tout autre terrain. Quand on parle langue, il ne faut jamais oublier que le critère linguistique est une arborescence. Il y a toujours une langue matricielle
une proto-langue qui donne naissance à des langues, à des dialectes. C'est un arbre, c'est une arborescence. Donc il y a un lien de parenté entre le groupe linguistique. Et c'est ça ce qu'on ne veut pas. Et épistémologiquement, c'est voulu comme ça, on ne veut pas dire ça aux gens. Alors quand on me dit je suis algérien, quand on me dit il y a l'arabe et Tamazight, moi je ne comprends pas. Parce que c'est inscrit dans la Constitution. Non, linguistiquement parlant, les parlers berbères, encore une fois je vous dis, berbère c'est un terme générique, mais qui n'est pas précis. Mais les linguistes les appellent comme ça, les parlers berbères. Et la langue arabe font partie d'un même groupe linguistique qu'on appelle le groupe afro-asiatique. Donc il y a un lien de parenté. Il ne devrait pas y avoir de conflit, de relations conflictuelles entre les parlers l'ourat muhadatha et la langue véhiculaire qui est l'arabe. Ils viennent d'une même source. Donc, où réside le problème? Le problème, c'est une subversion. Par exemple, quand je lis ou j'entends des discours de pseudo-historiens, comme par exemple Bernard Louga, l'Algérie au risque de l'histoire, l'Algérie face à sa berbérité, l'Algérie est une création de la France, et ceci et cela. Alors, ils emploient un tas de techniques didactiques, un tas de techniques de communication pour fausser la pensée des gens. Je vais vous raconter une histoire qui est vraie parce qu'elle m'a été racontée par un grand moujahid, je ne sais pas s'il est encore vivant, et le malheur c'est que ce genre de déclaration n'est jamais, il n'est jamais enregistré comme un témoignage. Le colonel Amirouche, rahmatullahi alayhi, il a eu deux problèmes. Le problème du berbérisme, je dis berbérisme parce que les Français l'appelaient comme ça, et les adeptes... La crise berbère. C'est un isme, le berbérisme, c'est-à-dire que c'est un ethnocentrisme. Il a eu à gérer ce problème, et le problème de la bleuite. Oui. C'est un syndrome qui est resté, hein, le syndrome de la bleuite. Par exemple, le berbérisme, on l'a vu la dernière fois, c'est des faits historiques, a été lâché dans le terroir algérien en 1930, durant le centenaire de la présence française en Algérie. Et il ne faut jamais oublier que ce centenaire n'a pas eu lieu uniquement en Algérie, il a eu lieu aussi en Tunisie et au Maroc. Zahira Mouriba, c'était un timing. Il s'est déroulé à Carthage. Oui, il y avait un timing, ça s'est passé en même temps. En Algérie, ils ont fêté le centenaire 1830-1930 et ils ont dit que l'Algérie est partie intégrante de la France, donc ils ne reconnaissent pas ce territoire algérien, donc le peuple aussi ne le reconnaît pas, c'est des indigènes, ils lui ont fait un code de l'indigénat, ils ne reconnaissent pas la langue arabe comme une langue légitime sur ce territoire. Ils disent que c'est les Arabes, les colonisateurs. Je me demande où sont ces colonisateurs arabes, je voudrais bien les voir. C'est la langue de colonisateur, et l'islam, c'est une religion impie qui n'a pas sa place ici parce que l'Algérie a toujours été chrétienne. Ça, c'est le discours qui a été tenu durant le centenaire ici en Algérie. Mais en Tunisie, ils ont fait une véritable campagne de christianisation, de catéchisation. Ils ont pris comme prétexte l'anniversaire de la mort de Saint-Louis, qui était à la tête de la 9e croisade. À Tunis. Et qui est mort à Carthage de la peste. C'est ça. Alors, en commémorant cet anniversaire de sa mort, ils ont entamé une campagne extraordinaire de christianisation. Il y avait aussi le Daher berbère, c'était au Maroc. Au Maroc, bon, oui. Au Maroc. Pour Dak Isfin, c'est-à-dire... Soustraire les populations non, berbères carrément mettre... à la charia islamique. Oui, carrément creuser un gap. Voilà. Un abîme entre la charia, c'est-à-dire le droit, le droit musulman, et les populations qu'ils appelaient berbères. Bon, ils ont dit par exemple dans le Zahir berbère que la charia est le droit des Arabes, et vous êtes berbères.
Donc d'une pierre, ils ont fait deux coups. Ils ont créé cette différence entre arabes et berbères, alors qu'ils ont la même origine, si on étudie bien l'histoire, et ils ont attaqué sous un certain angle la charia, c'est-à-dire l'islam. Alors en Tunisie, catéchisation. Ils ont même construit une statue de Jésus de Nazareth, Bebjdi à Tunis, c'est-à-dire pas loin de Jam' al-Zaytouna. Et ce sont 4 étudiants algériens qui l'ont démoli. L'un d'eux était mon propre père. Ils ont démoli cette statue, ils ont fait de la prison. 27 jours, je crois, pas beaucoup. Les étudiants de la Zaytouna. De la Zaytouna, oui. C'était donc les années 30, début des années 30. Donc c'est une conspiration globale qu'il y avait contre les peuples nord-africains. Sur le plan linguistique, sur le plan... On ne peut pas nier, c'est vrai qu'à travers l'histoire, et ça continue apparemment jusqu'à aujourd'hui, que l'islamité et l'arabité ont été toujours attaqués. Oui, parce qu'ils définissent, l'islam et la langue arabe, définissent des espaces géopolitiques. Une langue, à travers ses locuteurs, elle occupe le terrain. Donc là où on parle arabe, il y a un monde arabe. Eh bien, ils ne veulent pas ça. Si on a un peu de temps après, je vous lirai la déclaration du Premier ministre britannique. Allez-y, lisez-la. Campbell Bannerman. C'est en anglais. There are people, and they are les Arabes, the Arabs, who control spacious territories teeming with manifest and hidden resources. They dominate the intersections of world routes, même la route de la soie. Their lands were the cradle of human civilization and religions. Ils reconnaissent que le monde arabe est le berceau des civilisations et des religions, comme l'a dit Arnaud Toynbee. These people have one faith, une croyance, one language, one history, and the same aspirations. No natural barriers can isolate these people from one another. Ouais. If perchance this nation were to be unified into one state, it would then take the fate of the world into its hands and would separate Europe from the rest of the world. Taking this consideration seriously, a foreign body, c'est l'entité sioniste, a foreign body, un corps étranger, should be planted in the heart of this nation to prevent the convergence of its wings in such a way that it could exhaust its powers in never-ending wars. Ouais. Dans des guerres sans fin. L'affaire du siècle a été conclue déjà en 1907. Hein. Oui. It could also serve as a springboard for the West to gain its coveted objects. Ça, c'est la déclaration Campbell-Bannerman, le rapport Campbell, qui était Premier ministre en 1907. Et quelques années après, ils ont créé l'entité sioniste. En 1916, c'était l'accord Sykes-Picot, donc... il y a toute une chronologie, hein. Si vous permettez, je vais vous la lire. Moi, si vous permettez, moi je suis d'accord dans un sens avec la thèse de notre ami docteur Saïd Maoul. C'est vrai qu'il faut faire... Je me corrige parce que j'ai dit arabité pour Tariq Ibn Zayed. Il dit qu'il faut différencier entre la mazérité de Tariq Ibn Zayed et la mazérité de ceux qui veulent arrêter le cours de l'histoire. De ceux qui veulent, justement, Ou la changer carrément. La changer carrément et au nom de cette thèse-là, créer des troubles en Algérie des entités. Voilà, des entités. Un peu pareil à celle qu'on est en train de faire. Et faire le jeu, bien sûr, des puissances qui ne veulent pas qu'il y ait une Algérie unie, une Algérie dans ses frontières actuelles, et par extension, un monde arabe et un monde musulman aussi uni et comme il a toujours été et comme il est actuellement, et justement qui exploite ces particularismes
qui sont en fait, comme nous l'avons dit, une source de richesse plutôt qu'une source de division. Donc, oui, il a raison, notre ami le docteur Saïd Mbaoul. Il faut faire la différence entre la Maziridi de Tariq Ibn Ziyad, d'Ibn Ajurrum qui a écrit un traité de langue arabe du Mahdi ibn Tumert qui a traduit le Coran en tamazight mais en caractère arabe. Oui. Et la Maziridi excusez-moi de le dire, de l'académie berbère de Paris. Il y a un problème épistémologique. Quand on dit arabité, on sait ce que c'est. C'est une appartenance linguistique. Mais quand on dit amazirité, ça veut dire quoi exactement? Est-ce que c'est une appartenance linguistique ou ethnique ou politique ou géographique? C'est quoi l'amazirité? Personne n'essaie de savoir ce que c'est et les chantres de l'amazirité ne voudront jamais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. C'est ça le problème. Il y a un vide sémantique dans ce terme d'amazirité. Par exemple, Tariq Ibn Ziyad, historiquement parlant, ce n'était pas un berbère, c'était un Maure. Il vivait, il était originaire d'une des deux Mauritanies. C'était pas, parce qu'à cette époque-là, les Berbères étaient concentrés. Et les Mauritaniens aussi étaient des Berbères, faut non, pas oublier. non, les Berbères, c'est Banu Bar al-Kanani. Ils étaient concentrés dans la partie est de l'Algérie, de l'Afrique du Nord, disons. Algérie, Numidie et Tunisie. Mais à l'ouest, c'était des Maures. C'était des Maures, c'était pas des Berbères. Les Romains les appelaient les Maures. Et jusqu'à présent, il y a des descendants de ces Maures à Poitiers. Parce que quand Tariq Ibn Ziyad, le Maure, avec son armée de morts, là il faut être précis, a ouvert à l'islam l'Espagne, elle est devenue mauresque. Et entre guillemets, les Arabes qui ont été arrêtés à Poitiers sont restés là-bas. Et aujourd'hui, il y a une famille, il y a des Français qui portent le patronyme Maure, M-A-U-R-E. C'est les descendants de ces morts. Donc, la mauricité de la moitié occidentale de l'Afrique du Nord est historiquement prouvée. Pourquoi on rentre dans leur jeu? Pourquoi on rend tout le monde berbère en Afrique du Nord? C'est pas vrai. Par exemple, les Touaregs, il y a des Peuls, il y a des Maures, il y a des Berbères, il y a même des Arabes. Arabes entre guillemets, qui sont venus de la péninsule arabique, et c'est eux qui ont emmené les dromadaires, il y a 2000 ans. Donc, même régionalement parlant, il y a une multi-ethnicité. Mais cette multi-ethnicité, ayant la même origine linguistique, ayant la même origine géographique, ne devrait pas poser de problème. Elle devrait être une richesse plutôt qu'un fardeau. Oui, indéniablement, il y a des plans, des stratégies de morcellement du monde arabo-musulman qui existent depuis des années et qui pullulent ces derniers ans et qui foisonnent depuis ces dernières années, depuis que le monde arabe connaît une ébullition. Depuis 2011, des tentatives de morcellement de pays comme l'Irak, la Syrie, la Libye. Mais je crois qu'il faut être alerte et prudent par rapport à ces plans de deux manières. La première, c'est justement de prendre conscience que ces plans existent. Elles sont échafaudées par des boîtes de réflexion, des think tanks, mais aussi le fait que ces boîtes, ces discours, si vous voulez, qui viennent sous le prétexte de la modernité, de la globalisation, ce que vous voulez, la citoyenneté mondiale, le respect des minorités, ont tendance à aller à obéir à des desseins strictement stratégiques et politiques et économiques, et aussi culturels. Mais le problème se pose à double niveau. Le problème se pose au terme des politiques, je dirais même des politiques publiques au sein de ces pays-là, notamment les pays qui sont cibles. On commence dès l'indépendance, à travers le projet de l'État national qui a émergé, l'État algérien indépendant, par rapport au référentiel, par rapport aux fondements qui sont déclinés par la Constitution, qui est plutôt le contrat politique ou le contrat social. Quand on a en face de nous une élite qui a une vision très restrictive, très limitative de ce que c'est qu'un projet national, de ce que c'est que la cohésion nationale, qui confond cohésion nationale entre unanimisme. De dire finalement l'histoire de l'Algérie, la datation commence par T, un temps T.
et non pas un temps T'. Donc là, le problème se pose. Et ce problème, cette vision des choses, cette construction, ce qu'on appelle d'une algérianité, d'une citoyenneté algérienne, provoque des frictions plus que de fusions. Ce qu'on a connu à partir de 62, 64, 65, il a fallu à un moment donné reconnaître que l'Algérie finalement, ça n'a pas commencé, l'histoire de l'Algérie n'a pas commencé avec la venue des Arabes. Il fallait dire que l'élément berbéro-amazigh est un élément intégrant. Ce qui nous amène à poser la question doublement, le deuxième problème, c'est comment certaines essaient d'instrumentaliser. En fait, nous sommes en face de deux extrémismes et qui, objectivement, ils sont des alliés. Un extrémisme qui limite une appartenance, si vous voulez, une identité à un seul critère, à savoir la langue, ou d'autres qui disent qu'il est d'ordre géographique, ou d'autres qui disent d'ordre symbolique. Certains disent qu'on est arabe, qu'on le veuille ou non, on est arabe, on n'est pas amazigh, parce que voilà, c'est l'islam, par la langue, et aussi on est le prolongement à la fois territorial et géographique d'une ère dans laquelle cette arabité a émergé. A contrario, nous avons notre discours qui dit que nous ne sommes pas des Arabes, nous n'avons jamais été, on ne le sera jamais. On est des Berbères, on est des Kabyles, qu'on le veuille ou non, bon an, mal an. Bon, on n'entre pas dans ces discours qui restent un discours infini, qui reste un discours très polémique. On en sort et n'en sortira jamais. Cela dit, nous constatons qu'il y a, si vous voulez, une instrumentalisation de ces référents historiques, voire même, nous sommes en face d'un processus de construction d'un récit, d'une narration d'une histoire de l'Algérie qui aboutit, si vous voulez, à un télescopage, à une contradiction, si vous voulez, à une confrontation entre deux visions des choses. Et ces deux visions des choses extrémistes, et ce sont elles qui constituent le vrai danger. Le vrai danger. Le mieux, l'intelligence voudrait que de trouver une synthèse, le vrai projet de cohésion nationale, de pluralité, de considérer qu'en fait, comme l'a si bien dit le professeur Belmeki et Dr Boudjoun, que l'Algérie a toujours été plurielle. Il y a la dimension arabe à travers la langue, à travers la venue de l'islam, mais il y a aussi une dimension aussi amazigh et berbère, il y a une dimension confessionnelle, il y a des musulmans, il y a aussi des chrétiens, il y a des juifs. Le tout, c'est de trouver le plus difficile, à mon sens, cette ingénierie sociale et cette ingénierie politique qui fait que nous, finalement, être algérien, c'est quoi? Être algérien, de dire qu'il est concilié avec son histoire plurielle, une histoire millénaire. Être algérien qui dit il est apaisé par rapport à cette appartenance religieuse qui est l'islam, bien entendu, avec un rite malikite, mais qui n'exclut en aucun cas les autres rites. Être algérien, de dire que fier de son appartenance religieuse à l'islam, mais de dire aussi qu'il y a des chrétiens, il y a des juifs que je dois le respecter. Donc je pense, à mon sens, que le problème, le défi fondamental, c'est trouver cette bonne ingénierie sociale qui soit moins extrémiste, qui ne fait pas le jeu des extrémistes de part et d'autre. Très bien. Merci, professeur Cherif Driss. C'est la fin de cette émission. Merci, professeur Belmeki. Merci, docteur Amsoud Boujnoun. Je terminerai en me référant toujours à la déclaration du 1er novembre, où deux raisons sont citées comme responsables de la régression: la corruption et le réformisme. Un réformisme qui, à l'époque déjà, déniait à l'Algérien son histoire, sa langue, sa religion et les mœurs de son peuple. Toute la résistance aujourd'hui est de faire face aux desseins des différents morceleurs, quelles que soient leurs pseudo-revendications légitimes, parce qu'il faut toujours garder à l'esprit que il est possible d'instrumentaliser la justice, la vérité et les droits à des fins obscures. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.